Les grands titres de ce 19h45, lancement officiel du festival Maulid Nabawi édition 2016, c'était hier soir, vendredi 2 décembre, au stade Omnisport Modibo Keïta, juste après la traditionnelle prière du premier vendredi du mois lunaire. Actualité sur le continent, Gambie qui pouvait croire avant-hier que Yaya Jammeh allait perdre une élection, encore moins le reconnaître et de la façon la plus honorable. Et en fin d'édition, nouvelle affaire sur de présumées évasions fiscales. Les concernés sont du monde du football. Cristiano Ronaldo, José Mourinho sont cités dans cette première liste. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, le stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako est en train de se transformer. Ce stade accueillera du 11 au 18 le festival Maulid Nabawi. Hier, la cérémonie de lancement a eu lieu sur le même lieu. Mais avant cela, c'était d'abord l'événement mensuel de la communauté musulmane de Soufi, la prière du premier vendredi de chaque mois appelé Juma Folo. Le récit de ces événements en images est commenté suivant. Le stade Omnisport Modibo Keïta se transforme positivement. Hier vendredi, comme à l'heure accoutumée, la communauté musulmane de Soufi a célébré la cérémonie du premier vendredi du mois lunaire appelé en Bamana Juma Folo. L'événement a coïncidé avec l'anniversaire du titre de calife du guide spirituel de cette communauté. Une occasion qui a servi aussi à faire le lancement officiel du festival Maulid Nabawi édition 2016. Cet événement a drainé une foule immense et a vu la participation de très hautes personnalités de ces pays. Le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis était sur les lieux, le ministre des Maliens de l'extérieur, le représentant du maire de la communauté, les hauts représentants des sapeurs-pompiers, plusieurs cheikhs de cette communauté, Khalifa et Moukhadam ont également marqué de leur présence. La cérémonie de prière a été suivie du lancement officiel, celle-ci sanctionnée par une soirée en concert zikri. Actualité politico-judiciaire, le procès de Amadou Aya Sanogo et les 17 co-accusés n'a pas pu se tenir hier. Les avocats de la partie civile comme ceux de la défense ont tout simplement de rentrer dans la salle. Pour motif, ils ont refusé de laisser leur portable dehors comme cela a été demandé par la partie du procureur de la République. Suivons le compte rendu. L'audience a traîné du monde, comme lors de la première journée le 30 novembre 2016. Le général Amadou Aya Sanogo est arrivé aux environs de 8h30. Il est accompagné de l'ex-ministre de la Défense et l'ex-chef d'état-major. Les autres co-prévenus sont venus un quart d'heure plus tard. On n'attendait plus que les avocats pour commencer. Coup de théâtre, les 17 avocats de la défense et les 6 avocats de la partie civile ont tous refusé de rentrer dans la salle d'audience sans leur téléphone. Selon eux, c'est leur outil de travail. Regroupés devant la porte ouest de la salle, ils ont décidé de ne pas bouger. Le procureur général Mamadou Lamine Koulibaly a fait des allers et retours pour trouver une solution, mais en vain. Devant cette situation, le président de la Cour, Mamadou Berté, s'est résolu à renvoyer l'audience à lundi 5 décembre 2016. Partons sur le continent, en Gambie, événement rare. Qui pouvait le croire que Yaya Jammeh allait perdre une élection après 22 ans au pouvoir? Finalement, le président Yaya Jammeh, âgé de 51 ans, a reconnu sa défaite même bien avant la proclamation officielle des résultats par la commission chargée de leur réalisation. Hier soir, Banjul, la capitale, s'est transformée en un géant salle de concert. Danse,
chants se sont succédés toute la nuit d'Iran. Le peuple gambien a fêté la victoire de son nouveau président Adama Barrow, crédité de 45,5% de suffrages devant Yahya Jammeh deuxième avec 36% de voix. Le fait mémorable, c'est la reconnaissance de sa défaite avant même la proclamation des résultats. Jammeh a appelé pendant 3 minutes le nouveau président pour le féliciter et le souhaiter bon vent. Un entretien qui a été diffusé sur la télévision gambienne. La Libye, un sanctuaire depuis que son leader légendaire Muammar el-Kadhafi a été tué par l'offensive menée par l'OTAN et quelques alliés. La ville de Tripoli est tombée dans un chaos total depuis jeudi. Des affrontements ont lieu entre différentes milices. Le bilan provisoire est de 8 morts. La capitale libyenne est coupée du monde. L'unique aéroport de la ville est fermé. Des combats ont eu lieu sur la base militaire qui se trouve dans cet aéroport de Mantiga. Tous les avions civils ont été expédiés d'urgence vers la ville de Misrata. Ce sont les quartiers au sud de la capitale ainsi qu'aux alentours de l'hôtel Rixos qui ont connu les plus violents combats où mortiers et tirs de chars ont été utilisés. Les médias libyens parlent de 8 morts dans la nuit de jeudi à hier vendredi. Leurs corps sont restés dans la rue. Ce conflit oppose d'un côté un groupe de milices islamistes dirigés idéologiquement et spirituellement par l'ex-Moutfi de Tripoli, El-Sadek Al-Ghairiani, et de l'autre une coalition de 13 milices anti-islamistes ou islamistes modérés soutenues par le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, le GNA, soutenues également par la communauté internationale. Le principal motif de ces oppositions est économique. Presque toutes les entreprises nationales sont dirigées par des chefs de milices. À présent, partons hors du continent africain. En Italie, les électeurs sont appelés à voter demain 4 décembre un nouveau projet de réforme de leur constitution. Ils devront répondre oui ou non à cette réforme proposée par le président du Conseil, Matteo Renzi. Jour J-1 pour les Italiens de répondre oui ou non à la réforme constitutionnelle proposée par le président du Conseil, Matteo Renzi. Selon les dernières tendances, ce dernier, le camp du oui, pourrait l'emporter de justesse. Mais cela reste qu'une hypothèse, vu que les sondages sont interdits depuis novembre 2016. Dans ce référendum, les électeurs doivent répondre par oui ou par non à plusieurs questions, dont celle relative à la fin du bicaméralisme paritaire, la réduction du nombre de parlementaires, la maîtrise du coût de fonctionnement des institutions, la suppression du Conseil national de l'économie et du travail CNEL, et enfin la révision du titre 5 de la deuxième partie de la Constitution. Cette dernière a déjà été approuvée par le Parlement et publiée au journal officiel depuis avril 2016. Restons toujours hors du continent, pas totalement, qui par l'Afrique, parle Haïti. La communauté internationale a appris ce matin que les 3 candidats qui viennent après celui que la commission électorale provisoire a déclaré comme vainqueur et président désormais de Haïti, Jovenel Moïse, ses principaux adversaires ont déposé des recours devant les tribunaux de leur pays aujourd'hui. Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse révisent officiellement et légalement de reconnaître le score de plus de 55% des suffrages attribués à Jovenel Moïse. Saisissant la justice, ils ont déposé un dossier de contestation des résultats préliminaires. Pour le parti La Paix de Jude Célestin, le Conseil électoral a fourni des résultats sans se soucier de la qualité des documents issus des bureaux de vote. Quant au parti Piti Dessalines, il est très loin dans son accusation. Pour ce parti, le Conseil électoral a marchandé les résultats. L'avocat du parti
insiste que selon des témoins, des personnalités du secteur privé ont été lundi, le soir d'après élection, avec des valises remplies de dollars à l'hôtel où se réunissait le conseil électoral provisoire CEP pour corrompre les conseillers. Revenons au Mali et parlons religion. L'association des femmes tijanes du Mali organise depuis ce matin leur premier forum national. Ce forum a pour thème la paix et la réconciliation nationale. Étaient au rendez-vous plusieurs hautes personnalités, en l'occurrence le ministre des Affaires religieuses et du culte, le représentant du président du Haut Conseil islamique. Elles ont prodigué des prières à l'endroit du Mali et spécialement à l'endroit du guide spirituel de la communauté musulmane de Soufi, El-Hachek Soufi Bilal Diallo. Les cérémonies se poursuivent, le forum, se poursuit demain. Donc d'ici le lundi, nous reviendrons en grand détail sur ce qui en ressortira. Parlons à présent sport. Avant de parler de l'autre information, parlons d'abord Mali. Les aigles locaux qui étaient en finale sont malheureusement sortis perdants de leur confrontation une deuxième fois dans l'histoire face aux Lions du Sénégal. C'est jusque vers la fin du match, à la 80e minute, que Aliou Badra a marqué le but de grâce contre l'équipe de Djibril Drami. Toujours sport, la communauté sportive footballistique est frappée d'une affaire de scandale présumé des paradis fiscaux. Plusieurs personnes ont été citées, dont le footballeur superstar du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, son compatriote José Mourinho et le Colombien Falcao de Monaco. Selon une enquête réalisée par plusieurs presses, au nombre de 12 qui sont tous des Européens, ces personnes cacheraient leur argent dans des paradis fiscaux. Suivons l'élément. De nouvelles révélations éclaboussent le monde du football. Les superstars Cristiano Ronaldo, Real de Madrid, José Mourinho, coach de Manchester United, sont accusés de dissimulation fiscale dans une enquête baptisée Football Links. L'enquête serait basée sur la fuite de 18,6 millions de documents sur le modèle des Panama Papers. La publication a débuté hier vendredi 2 décembre et durera 3 semaines. Les premiers noms cités sont Ronaldo, Mourinho et l'attaquant de Monaco, Radamel Falcao. Ils font tous partie du portefeuille du super agent du foot, le portugais Jorge Mendes. Il est également mis en cause ce qu'il a déjà contesté. L'European Investigative Collaboration EIC accuse Ronaldo, grand favori pour le prochain Ballon d'Or, d'avoir dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les îles Vierges britanniques. L'EIC accuse aussi Mourinho, coach, d'avoir dissimulé 12 millions d'euros au fisc, logé sur un compte suisse détenu par une société écran immatriculée aux îles Vierges britanniques. L'autre mise en cause est Falcao. Selon l'EIC, en tant que personne physique, l'attaquant détient 2,2 millions de dollars sur un compte à Miami, 8,5 millions d'euros sur son compte à Monaco, sans compter les avoirs d'interest en Colombie. Affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi, comme tous les jours, de vous retrouver et de vous donner ces informations, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Je vous rappelle tout simplement que le festival Maulid Nabawi débutera le 11 et se clôturera le 18 décembre. Plusieurs personnes sont attendues, le site est en installation et accueillera un grand nombre. Les places sont illimitées. Tout le monde est invité. Allez, au revoir à toutes et à tous.